Bonjour à tous, donc je suis Olivier Lantelme. Un petit mot sur Révélatio pour commencer cette intervention. Révélatio signifie révélation en espéranto. Alors pourquoi l'espéranto? Parce que c'est la seule langue universelle et nous souhaitions que notre nom soit accessible et compréhensible par tous. Et pourquoi Révélatio? Parce que nous considérons que notre métier consiste à révéler ce qui sommeille en chacun de nous. Et ce qui sommeille en chacun, au plus profond de nous, c'est le meilleur de l'humanité, le sien propre et celui de toute l'humanité. Et tout ce que nous sommes et faisons demeure sous-tendu, entre autres, par cette conception de l'homme, notre posture, notre métier, notre approche, notre esprit. Nous créons les conditions optimales pour que le meilleur de l'homme se révèle à la manière de Michel-Ange, en fait sculpteur, qui voit dans le bloc de marbre la sculpture finale et qui ne fait qu'enlever de la matière. En effet, nous permettons que se libère et rayonne chez chaque personne sa vocation spécifique et unique, ses talents, mais aussi des qualités humaines et relationnelles ainsi que des vertus. En fait, nous ne sommes pas réellement dans le développement personnel, même si c'est dont nous allons parler, nous sommes en fait dans l'allègement personnel. Je signale que nous ne sommes pas des professionnels de la communication, nous sommes des professionnels de notre métier, et c'est très bien ainsi. En termes de présentation, nous vous proposerons du fait maison, en fait, du bio. Avant d'aller plus loin, il nous semble important d'abord de nous présenter pour comprendre pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant vous. Et ça, cela tient aux personnes que nous sommes. En fait, nous sommes avant tout des amis qui partageons des valeurs communes et un désir commun pour l'accompagnement des cadres en entreprise. Des cadres qui font de leur mieux d'ailleurs et nous ne les jugeons pas. Donc, je suis Bertrand Chevalier-Chantepie. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le secteur informatique en France et à l'international, occupé des fonctions de vente, de responsable commercial, de responsable des alliances stratégiques, avec des animations, soit des équipes soit dédiées, soit transverses, selon les différents postes. Donc, je suis habitué à travailler en environnement multiculturel et international. J'ai construit du coup sur mon business autour des valeurs humaines, ayant la conviction que la confiance et l'intégrité étaient vraiment les moyens universels les plus efficaces pour développer le business. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai bâti mes équipes autour de moi, sur des qualités humaines des candidats, pas vraiment sur les compétences, puisque je sais bien qu'on les apprend vite, et c'est ce qui a fait la réussite de ces équipes. Je suis sensible aux causes sociales depuis toujours. D'ailleurs, j'accueille régulièrement des SDF à la maison. Je passe un peu de temps avec eux, voire quelques nuits avec eux dans la rue. Et puis, j'aide aussi des jeunes des cités à s'intégrer dans le tissu social et économique. Donc, j'ai 46 ans, je suis marié depuis 23 ans, j'ai 3 enfants. Et en fait, la maladie de ma femme pendant 10 ans et une grave crise de couple m'ont amené à m'interroger sur le sens de la vie. On a aujourd'hui traversé ces épreuves qui sont derrière nous. On est sûrement un peu moins bête aujourd'hui. Mais voilà, en fait, à 40 ans, en pleine tourmente, je participe à un séminaire expérientiel avec une association qui s'appelle Au cœur des hommes. Et cette expérience change ma vie en me donnant des clés de lecture pour en comprendre le sens, en fait. J'ai alors exploré la question de ma vocation, de ma mission, de mes talents. Puis je suis même devenu délégué général de cette association. J'anime depuis 4 ans de nombreux séminaires allant de 20 à 70 personnes. Ces stages sont en fait des expériences immersives et décapantes permettant de développer son leadership personnel. Voilà, riche de ces expériences professionnelles et de vie, formées à l'analyse transactionnelle, au coaching et à la méthode Vitose, j'ai décidé de lancer Révélation avec Olivier. Alors pour ma part, j'ai 53 ans, je suis ingénieur de formation, diplômé en ressources humaines et en coaching. Je me suis formé aussi à la Gestalt thérapie. J'ai d'ailleurs un cabinet de psychothérapie depuis 2007 et j'anime des groupes de thérapie et des séminaires de cheminement personnel. En termes d'expérience professionnelle en entreprise, j'ai occupé au début de ma carrière et durant 10 ans différents postes de manager au sein d'un grand groupe industriel, puis dans un cabinet de conseil, un des Big Five. Puis c'est vers 23 ans, une grande crise de vie en fait m'a poussé à me questionner sur le sens de celle-ci. J'ai pas pu éviter les questions essentielles et existentielles de qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Et j'ai alors entamé un chemin psychologique et spirituel qui m'a permis, pour faire simple, de quitter celui que j'avais construit, c'est-à-dire celui qu'on attendait que je sois, pour devenir celui que je suis profondément. Et c'est durant cette période que j'ai entamé ma conversion professionnelle, en la centrant sur l'humain.
J'ai choisi de me consacrer en tant que coach à la conduite du changement, à la posture managériale du dirigeant, ainsi qu'à la cohésion d'équipe. Puis je me suis intéressé et formé aux dynamiques collectives, aux approches participatives. C'était déjà il y a 10 ans. J'ai été invité à rejoindre le cabinet Human en tant que directeur associé, cabinet qui était spécialisé dans les transformations culturelles et managériales des entreprises. Nous faisions travailler en intelligence collective des COMEX, des CODIR, avec leur N-1, leur N-2, lors de séminaires ou des universités de cas dirigeants, en animant des groupes de 20 à 400 personnes sur plusieurs jours. Mais vers 2013, j'ai décidé de prendre du recul car je voyais les limites individuelles de ces dynamiques collectives. Et je me suis dit, je reviendrai peut-être en entreprise lorsque celles-ci seront vraiment prêtes à travailler la croissance de l'être des managers. Courant 2018, j'ai commencé à tester de nouvelles approches de croissance personnelle en entreprise et cela m'a permis d'affiner ce qui marche et qui ne marche pas et de voir jusqu'où il est possible d'aller. Et c'est riche de toutes ces expériences que Révélatio est né en fait. Alors, quel voyage allons-nous faire ensemble? Donc, pour commencer, nous allons explorer avec vous les deux enjeux auxquels l'entreprise fait face aujourd'hui. Le premier, un enjeu à moyen et long terme, qui est la capacité d'adaptation au monde qui change. Et puis, le deuxième enjeu, à plus court terme, c'est l'engagement, la mobilisation et le bien-être des salariés. Donc, on va regarder ensuite en quoi la réponse se trouve, selon nous, dans le leadership des managers. Mais pas n'importe quel leadership, un leadership basé sur les valeurs humaines. Vous comprendrez alors pourquoi ces valeurs portées par les leaders constituent en fait l'ADN de l'entreprise. Nous insisterons ensuite sur l'absolue nécessité d'incarner ces valeurs, naturellement, puis nous verrons en quoi l'expérience immersive et disruptive est une clé fondamentale de l'apprentissage centré sur l'être et l'agir des leaders. Enfin, nous présenterons quelques facteurs clés de succès relatifs à l'accompagnement du développement du leadership pour finir sur un temps d'échange tous ensemble. Le monde change et selon vous? Aujourd'hui, face au monde qui change, nous voyons que l'être humain est un peu dépassé. Il aspire à ralentir, à atterrir, à se retrouver, à se regrouper, à communier. Nous le sentons bien, la société française, mais plus largement la société mondiale, aspire à plus de sens, plus de relations, plus de vie. Plus de sens parce qu'on parle beaucoup de raison d'être, de quête de sens, de trouver sa place, sa vocation, sa mission. On parle de plus en plus de relations au travers de la solidarité, de la diversité, de l'inclusion, du don, du partage, de l'entraide, de la coopération, du vivre ensemble, et plus de vie au travers du respect de l'environnement, de l'éthique, du durable, du bio, du local. Regardons quelques chiffres pour le souligner. Le marché du bien-être pèse aujourd'hui en France plus lourd que l'industrie de la mode et du luxe. L'économie du bénévolat en 2019, c'est presque 40% des Français qui donnent aujourd'hui du temps gratuitement. Le marché du bio, en 2018, c'est 12 milliards en France d'euros, soit plus de 10% des 100 milliards de cette économie dans le monde. Tout ceci, on le sent bien, est sous-tendu par une économie bien plus large encore, celle des valeurs autres que financières, matérielles, économiques. Nous pourrions dire l'économie des valeurs humaines. Du coup, alors que le monde change, nous voyons bien que les attentes individuelles et collectives, aussi bien dans que autour de l'entreprise, convergent. Au niveau des organisations, c'est la quête du bien commun, autour de l'élargissement de la notion de valeur, au-delà du financier, du partage équitable de cette valeur. Au niveau des équipes, on se concentre autour du vivre ensemble et du travailler ensemble. Le bien-être, l'équilibre vie pro, vie perso, l'égalité, etc. Au niveau des individus, nous sommes invités à être et à agir de façon responsable, éthique, durable, en dehors, mais aussi dans l'entreprise. Du coup, l'entreprise est invitée elle aussi à se transformer pour préparer son avenir. En effet, si elle veut pouvoir vendre des produits, des services, attirer les bons profils, bien vivre et travailler ensemble, faciliter les transformations et s'adapter rapidement, elle va devoir à la fois être alignée sur ses valeurs humanistes, du sommet de l'entreprise jusqu'aux individus, mais aussi être exemplaire, là aussi, jusqu'aux individus. Pour réussir sa transformation culturelle et managériale aujourd'hui, afin de répondre aux enjeux de demain, il existe une recette à 2 ingrédients seulement. Et les recettes les plus simples sont souvent les meilleures. Ce sont la cohérence et l'authenticité dans l'incarnation de ces valeurs d'humanité. Alors aujourd'hui, l'affichage, la communication, les effets d'annonce ne suffisent plus, selon nous.
Pour s'adapter et ne pas disparaître, les entreprises à mission ou sensibles à la RSE sont appelées à se transformer dès aujourd'hui, afin de devenir plus responsables, plus équitables, plus durables, et tout ceci en maintenant leurs objectifs de profitabilité. Alors cette transformation passe nécessairement par un changement culturel et managérial profond. Et vous, allez-vous mener cette transformation culturelle et managériale? Peut-être la menez-vous déjà, mais jusqu'où la menez-vous? Irez-vous jusqu'aux individus? Un management en crise, alors que fait-on? D'un autre côté, si on regarde la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire le court terme, que voit-on? Eh bien, on voit des cadres qui doivent relever de multiples défis en même temps, donner du sens, animer, décider, mobiliser, arbitrer, et ça, au cœur d'enjeux élargis, humains, sociaux, économiques, environnementaux, au cœur d'objectifs parfois paradoxaux, le rendement d'un côté, la mobilisation des équipes de l'autre, de contraintes multiples, des moyens et ressources limitées, des reportings contraignants, et puis également au cœur de situations complexes, imprévisibles et chaotiques, comme on l'a vu avec la pandémie de Covid récemment. Autant dire qu'il est vraiment difficile de tenir le cap et de mobiliser dans ces conditions. Et d'ailleurs, les outils et techniques de management ne suffisent plus. La preuve, il suffit de regarder quelques marqueurs RH bien connus. 40% des cadres estiment avoir fait un burn-out. 63% des burn-out sont dus à la pression. Le manque d'engagement est dû principalement au manque de reconnaissance, d'éthique, de perspective. 29% des salariés, d'ailleurs, ne se sentent pas concernés du tout par leur travail et 28% en plus attendent une action du management pour s'engager. 70% du turnover est dû à des causes internes, et les causes internes, c'est le plus souvent lié à des problèmes de relations et de management. Enfin, l'absentéisme trouve ses causes dans la maladie professionnelle, bien sûr, mais également dans les problèmes de gestion humaine. Et en même temps, une étude d'Harvard et du MIT montre qu'un salarié heureux, c'est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 31% plus productif et 55% plus créatif. Donc, il n'y a pas que les managers en situation difficile, les DRH sont également sur la brèche. Aujourd'hui, il y a tout un arsenal de formation management, d'approches agiles, de méthodes d'intelligence collective pour des processus de décision partagée, fondés effectivement sur un leadership plus inclusif et plus collaboratif. Mais il semble que l'efficacité de ces méthodes atteigne leurs limites, puisque les marqueurs de santé RH n'observent pas d'inflexion à la baisse, au contraire. Pourtant, 91% des DRH pensent que l'enjeu porte sur l'accompagnement humain du changement. Mais on remarque que 99% des formations au management portent sur des techniques de management et très peu sur le savoir-être personnel. Toutefois, il existe bien des enseignements théoriques concernant les bonnes pratiques du leadership. Il n'y a qu'à voir la profusion de podcasts, de conférences sur le sujet. Mais aucune de ces propositions ne s'appuie sur des approches expérientielles transformantes. Aujourd'hui, certains DRH font déjà du savoir-être du manager leur priorité. Écoutons par exemple ce que nous répond un DRH du CAC 40 en charge de l'accompagnement des cadres à la question suivante. L'accompagnement du développement de l'être en entreprise est-il une priorité? Donc voici sa réponse. Après l'accompagnement du savoir-faire individuel, après l'accompagnement du savoir-être et faire en collectif, l'enjeu porte maintenant et pour les années à venir sur l'accompagnement du savoir-être individuel, c'est-à-dire le développement personnel, selon ses mots. C'est cela l'enjeu de demain pour permettre à l'entreprise d'être profondément agile, créative, responsable, durable, écologique pour tout et un chacun. Tout est dit. Alors, prêt à changer? L'ADN de l'entreprise, des valeurs portées par des leaders. Vous l'avez compris, la transformation culturelle et managériale des entreprises à laquelle elles sont appelées, plus particulièrement les entreprises à mission ou RSE, répondent à 2 types d'enjeux. Des enjeux court terme, nous venons de le voir, concernant le bien-être des salariés et les besoins d'accompagnement humain de leurs cadres, de leurs managers, de leurs dirigeants, et des enjeux plus long terme touchant à la capacité de ces entreprises à s'adapter au monde qui change. Cette transformation, si on la regarde d'un peu plus près, comme avec un microscope, porte sur 2 composantes. Qui est appelé à se transformer et le quoi de cette transformation. Le qui
c'est la personne au niveau individuel, et plus particulièrement la personne qui assume les responsabilités à la fois de direction et de transformation de l'entreprise, c'est-à-dire le dirigeant, et plus généralement le cadre ou le manager. C'est lui que nous appelons le leader. Le quoi, ce sont les valeurs que l'entreprise désire intégrer en interne en réponse aux enjeux court terme et aussi à offrir à toutes ses parties prenantes en réponse aux enjeux long terme. C'est donc le leader, porteur des valeurs humaines, qui constitue l'ADN d'une entreprise. En résumé, l'ADN d'une entreprise, ce sont les attitudes et les comportements de ses cadres, c'est-à-dire leur être et leur agir. Plus précisément, ces valeurs humaines, ramenées au niveau de la personne pour répondre à ces enjeux d'aujourd'hui et de demain, quelles sont-elles? On pourrait les distinguer en quelques catégories pour mieux les appréhender. Il y a les qualités humaines, telles que l'authenticité, la confiance en soi, en l'autre, la bienveillance, l'humilité. Il y a des qualités relationnelles, le respect, la solidarité, l'inclusion, la valorisation. Il y a des vertus comme l'intégrité, la maîtrise de soi, le courage. Il y a des talents, l'intuition, la créativité, la vision, le pouvoir de conviction, l'éloquence, l'assertivité. Et il y a toutes ces capacités humaines aussi de conscience, de présence, de fluidité, d'agilité qui constituent les fondations de l'être. Voilà ce dont nous parlons. Alors, pour tenir le cap, mobiliser des équipes et fédérer plus largement tout un écosystème, tout en naviguant dans un contexte à fort enjeu, complexe, chaotique, il faut permettre aux leaders de déployer l'ensemble des potentiels d'être et d'agir indispensables à un leadership pertinent aujourd'hui. De l'incantation à l'incarnation. Donc l'enjeu actuel des entreprises est de sortir de l'affichage des valeurs pour entrer dans le temps de l'incarnation de ces valeurs. C'est ça l'enjeu du leadership. Et comme le dit si justement Marc Alevi à propos du manager du XXIe siècle, donc Marc Alevi est philosophe et physicien dans le domaine de la complexité, il ne s'agit pas tant de posséder des savoirs que de construire des aptitudes et de développer des talents. Aristote en parlait déjà il y a 2400 ans. En effet, on peut acquérir les meilleures techniques de management ou d'animation collective, mais si on n'incarne pas avec cohérence et authenticité les qualités humaines et relationnelles inhérentes au leadership, les gens ne le sentent pas, ils ne peuvent pas donner leur confiance, donc ils vont peut-être suivre ces managers, mais à quel prix et certainement à reculons. Donc notre point de vue sur le leadership et sa définition sont assez simples. Le leadership est indissociable des valeurs humaines et de leur incarnation. C'est même un pléonasme que de le dire. Le leadership, c'est un agir subordonné à des valeurs d'être. Un agir orienté vers l'atteinte d'une cause supérieure à l'individu. Un agir soutenu par une volonté de servir la réussite de tout son écosystème pour atteindre cet objectif supérieur. Et par écosystème, nous entendons les collaborateurs, les clients, les pairs, les parties prenantes et la hiérarchie. Cette dimension de service n'est pas une soumission, c'est une capacité à créer les conditions de la réussite pour tous. C'est de l'inclusion. Mais aussi, être et agir en leader, c'est être ancré dans une saine confiance en soi. Et donc, savoir dire non, savoir s'opposer quand c'est nécessaire, être guidé par des convictions qui vont au-delà du politiquement correct. Donc, le leadership, ce n'est pas le management. Il ne s'agit pas de les opposer car ils sont complémentaires, mais de bien les distinguer. Là où le management se focalise sur les activités, le leadership se focalise sur les personnes. Là où le management est une affaire de technique, le leadership est une affaire de comportement. Et cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Et ce qui les distingue aussi, c'est que l'apprentissage du management correspond à des savoir-faire et des techniques à acquérir, tandis que le leadership, en fait, c'est le fruit d'un chemin de révélation des potentiels humains, de libération des énergies, des passions, des talents, et ne traite que de la dimension personnelle du manager. Nous l'avons vu, le leadership repose sur des qualités humaines, la grandeur d'âme, des vertus, des talents particuliers. Et les leaders sont appelés à incarner ces valeurs et qualités, non en les mimant, mais en les vivant. C'est cette qualité d'être et agir de façon humaine, en situation de complexité, de tension, qui porte du fruit et transforme durablement et concrètement l'écosystème du leader.
L'exemplarité suscite alors confiance, adhésion et mobilisation. Et par ricochet, ces leaders permettront à leurs propres collaborateurs de se révéler eux-mêmes et d'inspirer le monde qui les entoure à leur tour. D'ailleurs, la diffusion de ces valeurs humaines ne passe pas par des discours et la parole, mais par des actes, c'est-à-dire par un agir aligné sur un être authentique, vertueux et humain. La diffusion de ces nouvelles façons d'être et d'agir se fait par influence et par capillarité au cœur des entreprises. Comment? Par effet colibri. Donc, les petits pas et engagements de chacun permettent par accumulation de transformer progressivement l'ensemble de l'entreprise et d'atteindre un point de bascule. Conjugué à l'effet papillon, c'est-à-dire qu'un comportement porteur de ces valeurs à un endroit de l'entreprise va avoir des répercussions à l'autre bout de l'entreprise, soit dans un autre service, voire même chez les parties prenantes. Ainsi, progressivement, toute votre entreprise finit par transpirer ces valeurs. Alors là, c'est plus simplement que de l'affichage. Par cette transformation durable et profonde, les 3 niveaux de l'organisation se transforment, contribuant ainsi à répondre aux enjeux court terme de bien-être des salariés et aux enjeux long terme de rendre l'entreprise capable de s'adapter aux attentes d'un monde qui change. En incarnant ces valeurs, les leaders sont plus engagés, agiles et responsables, mais aussi plus forts face aux enjeux et la pression, et aussi plus solidaires. Du coup, leurs équipes seront plus confiantes, mobilisées et dynamiques. Et des équipes plus mobilisées et confiantes, c'est plus de créativité, plus d'efficacité, plus d'implication, mais c'est aussi plus de fidélité et de productivité. En conséquence, l'entreprise devient plus adaptable, réactive, performante. Et la performance d'une entreprise, c'est sa profitabilité. Et chez Révélatio, nous affirmons que profitabilité et solidarité humaine ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire. Alors c'est sûr, vous pouvez vous questionner sur la nécessité de l'incarnation des valeurs, mais si vous êtes prêt à relever le défi, nous sommes là pour vous accompagner. Au cœur de l'apprentissage, l'expérience immersive est disruptive. L'apprentissage d'un leadership humain et vertueux ne passe ni par des livres, ni par des conférences. Car l'enjeu ne réside pas dans l'acquisition de techniques, d'outils ou quoi que ce soit, mais dans la révélation et la libération des potentiels qui sommeillent en chaque personne. Or, nous croyons au pouvoir de transformation de toute expérience humaine, et plus particulièrement les expériences immersives, profondément engageantes, vécues en groupe ou en solitaire, mais hors de notre environnement habituel. Nous les appelons les expériences immersives et disruptives. On a tous fait dans notre vie une expérience transformante qui a changé notre regard, voire notre façon d'être, voire notre façon d'agir. Pour ma part, un exemple, mon expérience auprès des personnes en déficience mentale ou atteintes de trisomie m'a fait prendre conscience de ce que c'est que d'être dans l'authenticité de la relation. Parce qu'avec cette personne, on ne peut pas tricher. D'ailleurs, dans ce type d'expérience avec les fragiles, on découvre la plupart du temps la primauté de la relation humaine comme préalable à toute forme d'action. Et ça, ce n'est pas rien. J'aimerais aborder avec vous 2 principes maintenant qui caractérisent l'apprentissage fondé sur les expériences immersives et disruptives. Le premier, vous le connaissez peut-être, c'est la sortie de la zone de confort. Mais on ne l'applique pas souvent. C'est un principe fondamental dans ce type d'apprentissage. Il l'est encore plus dans les accompagnements centrés sur le dévoilement de l'être. Là où la magie se produit, la croissance se fait. Et tout ça, c'est bien loin de la zone de confort. De notre expérience, et confirmée par les experts de l'apprentissage, une expérience est apprenante si elle mobilise le corps, le cœur et l'esprit, de telle sorte qu'elle reste gravée en moi et qu'elle agit comme une puissante référence qui va transformer mon regard et mon être aussi, et donc mon désir de vivre cela plus régulièrement au quotidien. C'est la deuxième caractéristique des expériences immersives et disruptives. Une expérience vécue à ces 3 niveaux est la seule qui puisse vraiment changer notre façon d'être au monde, aux autres et à nous-mêmes. Pour conclure ce chapitre, si on étudie la vie des figures porteuses de ces valeurs humaines, qui sont devenues pour la plupart des références, voire des symboles,
On peut dire clairement que le développement de leur qualité de leadership s'est fait à l'école de la vie. Et pas dans une école pour 4 dirigeants ou une école de management. C'est dans le concret de la vie, au travers d'épreuves ou de défis qui les dépassaient, qu'ils ont grandi en termes de conviction, d'engagement, de courage, de persévérance, de souplesse, de conscience, d'humilité et d'ouverture de cœur. De l'immersion à l'intégration, nos facteurs clés de succès. Donc, nos expériences nous ont montré qu'une transformation profonde et durable pour acquérir ce savoir-être et savoir-devenir nécessite une recette particulière bâtie autour de l'apprentissage immersif. Nous allons vous en présenter quelques facteurs clés de succès. Donc, le premier consiste à disposer de différents modules immersifs de référence qui permettent de déployer certaines qualités, vertus ou talents en lien avec des problématiques managériales identifiées. Car bien entendu, il n'est pas possible de tout couvrir avec un seul module immersif. D'ailleurs, le fait de disposer de plusieurs modules immersifs de référence offre l'avantage de faciliter leur assemblage pour créer des parcours sur mesure ou leur intégration dans le cadre d'un séminaire plus court. C'est le deuxième facteur clé de succès pour pouvoir offrir, selon les besoins de votre entreprise, des solutions d'accompagnement sur mesure, modulables ou déjà packagées. Donc, notre expérience nous a aussi montré qu'une transformation profonde et durable nécessite une combinaison d'approches complémentaires autour de l'apprentissage immersif et décalé. Pour cela, notre processus d'apprentissage s'appuie sur des temps d'inspiration avec des apports théoriques, des témoignages, du partage et du feedback, des temps d'immersion suivis de débriefing et feed-forward, des temps de respiration pour prendre du recul, analyser sa pratique, réfléchir à l'application dans la réalité, des temps d'intégration au travers de coaching individuel du compagnonnage entre pairs, puis des temps d'impulsion pour ancrer dans le réel avec des petits pas et des engagements. Notre savoir-faire nous a prouvé que ce sont ces ingrédients et ces assemblages spécifiques qui contribuent activement à des prises de conscience fortes, à une transformation véritable de l'être et à un ancrage durable des comportements au quotidien. Il nous semble indispensable de proposer aussi des formats d'intervention en fonction du public visé, de l'objectif de transformation de l'entreprise souhaitée et de l'impact attendu en termes de transformation. C'est ça le quatrième facteur clé de succès. Par exemple, les parcours immersifs sont des formats qui sont des temps longs, souvent fondateurs. L'objectif demeure de déployer l'ensemble des facettes du leadership tel que nous le concevons pour construire les fondations d'un nouvel ADN managérial et culturel. Avec les séminaires expérientiels, nous sommes dans du temps court, des formats courts et percutants. L'objectif, c'est de déployer une dimension particulière du leadership. C'est peut-être la solidarité, mais aussi la bienveillance, voire la maîtrise de soi ou l'action dans l'incertitude. Concernant les voyages exploratoires, nous sommes dans un temps de retrait, un temps de prise de hauteur. L'objectif consiste à élargir la conscience des leaders au travers de learning expéditions, de temps de ressourcement ou de temps de dépassement de soi. Nous pensons qu'il est aussi important de couvrir et de distinguer les différentes dimensions du leadership, afin d'y associer les bonnes approches immersives qui sont adaptées à ces dimensions du leadership. Voilà le cinquième facteur clé de succès. Que ce soit la dimension vocationnelle, à travers la découverte de son identité, de sa vocation, de sa mission dans le cadre d'un projet de reconversion ou plus largement d'un projet de vie, que ce soit la dimension relationnelle, qui concerne l'ajustement de soi, agir et être dans la relation aux autres pour assumer son plein leadership en toutes circonstances et avec chaque personne, ou alors que ce soit la dimension inspirationnelle qui concerne l'ajustement de son être et de son agir pour fédérer, entraîner, mobiliser des collectifs. D'expérience, nous savons aussi qu'il est important d'œuvrer à la fois sur la levée des freins autant que sur la libération des potentialités. Sinon, c'est un peu comme si nous travaillions à faire jaillir de l'eau d'une source enfouie en creusant, mais sans enlever les pierres qui obstruent son jaillissement. Ce serait totalement peine perdue. C'est le sixième facteur clé de succès qui concerne le fait que le processus d'accompagnement se doit d'explorer ces deux dynamiques internes. La première, elle concerne la prise de conscience et la levée des freins qui empêchent l'éclosion du meilleur de chaque personne. Et de quels freins parle-t-on? On parle des blessures qui affectent l'estime de soi, la valeur de soi, la confiance en soi en l'autre, par exemple.
le blocage des émotions qui empêche une relation authentique ou le débordement émotionnel qui, par exemple, au travers des peurs, peut empêcher une action juste. Les croyances aussi sur sa propre personne qui limitent la capacité à être soi et à agir de façon féconde. Enfin, les scénarios relationnels répétitifs mortifères qui créent des relations à minima, j'ai envie de dire stéréotypées, sinon déshumanisées, voire toxiques. Ce sont ces freins dont il faut prendre conscience et qu'il faut nécessairement lever. Et d'autre part, il est nécessaire en parallèle et à un second niveau de soutenir l'émergence et la croissance des potentialités que porte chaque personne. Tout ceci est rendu possible grâce à la création d'un cadre de confiance qui permet à chacun, selon son rythme, la personne qu'elle est, ses limites personnelles, de sortir de sa zone de confort, d'oser, de risquer, de se découvrir, de se dépasser en toute sécurité. Pour cela, le cadre posé dès le départ est fondamental, incluant un minima la confidentialité, le respect absolu, le non-jugement, la bienveillance, l'accueil des limites, etc. Dans ce cadre, la notion de volontariat demeure évidemment indispensable. Tout ceci invite à s'appuyer sur des partenaires de confiance partageant les mêmes valeurs, des experts dans leur domaine pour favoriser l'émergence des potentiels en leadership. Peut-être des artistes, des créatifs, des défricheurs et aussi des associations caritatives et humanitaires. Voilà, c'est la fin de notre présentation. Merci de votre écoute. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez